Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 95 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com patreon/Clémentine Sarlat. Ça fait un moment que je n'ai pas donné la parole aux pères dans ce podcast. Depuis le 1er juillet 2021, le gouvernement permet au 2e parent de prendre un congé de 28 jours après la naissance de son enfant, contrairement aux 11 jours qui étaient proposés précédemment. Oui, je sais, ce n'est pas assez, mais c'est un début et il faut le noter. Dans ce contexte, Alexandre, alias Papa Plume sur les réseaux sociaux, auteur du livre « Je ne m'attendais pas à ça », a pu bénéficier de ce congé pour son 2e enfant. Alexandre revient sur son engagement au sein d'un collectif de pères où ils ont défendu dans une lettre ouverte au gouvernement leur envie d'un allongement de ce congé. Si la voix des pères se fait entendre de plus en plus, elle est parfois soumise à la critique de certaines franges féministes qui se battent depuis des années pour cet allongement. Dans cet épisode, Alexandre répond sans langue de bois à toutes ces problématiques, raconte la genèse de son engagement, lui qui n'avait aucune conscience militante avant de devenir père. À travers son récit, il veut surtout encourager les papas à s'occuper de leurs enfants dès le début et à arrêter d'être spectateurs de la vie de famille. Le chemin est encore long pour une équité au sein des familles hétérosexuelles. Plus les hommes comme Alexandre s'empareront du sujet, plus la société évoluera main dans la main avec les mères et dans le bon sens. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alexandre. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir calé dans ton emploi du temps un petit temps pour moi. Parce que tu es plaisir d'être là. Tu es un papa overbooké comme plein de parents avec un timing serré, je sais. Alors ma première question, tu y as droit, on va parler de patrescence parce que oui ça existe, on me demande toujours est-ce que la patrescence ça existe ? Bah oui, comme la matrescence évidemment. Du coup est-ce que toi quand t'as eu ta première fille, t'as eu la sensation d'un changement d'identité ou en tout cas d'un vrai chamboulement dans ta vie ou pas du tout ? Écoute, c'est drôle que tu me poses cette question parce que sans vouloir spoiler, c'est tout à fait la conclusion de mon livre. Il m'a quand même fallu 200 pages et encore j'aurais pu en écrire 2000 pour poser sur le papier tout ce que j'ai ressenti. Et la conclusion, c'est que oui, en fait, tu te regardes, dans un moment, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, qui suis-je? Et je prends la métaphore d'Alice au Pays des Merveilles qui parle à la chenille et qui dit, mais en fait, j'ai tellement grandi et rapetissé en si peu de temps que je ne sais plus qui je suis. Et moi, ça m'a fait un peu cet effet de ne plus savoir vraiment qui j'étais, d'être devenu quelqu'un d'autre tout en restant moi-même. La paternité et la parentalité bouleversent une existence de fond en comble. Je pense qu'elles ressentent les priorités, elles ressentent beaucoup de choses.
On devient responsable. Enfin, pour moi, le grand bouleversement, c'est qu'on n'est plus seulement responsable de soi-même. On est responsable d'une autre vie que la sienne, et ça engendre tout un tas de choses, positives comme négatives aussi, parce que c'est pas tout rose tout le temps. Mais oui, oui, j'ai senti. Bah, d'ailleurs, par exemple, avant, j'étais pas du tout engagé sur rien. Enfin, ni politiquement, l'environnement, oui, je triais mes poubelles, ok, mais tu vois, j'avais pas un réel sentiment de voilà d'engagement. Et depuis que ma fille est née, je suis sur tous les fronts. Je me suis battu pour le congé paternité. Je m'engage contre les préjugés de genre, contre les violences faites aux enfants. Enfin voilà, je suis devenu hyper engagé depuis que je suis papa. Donc c'est bien que quelque chose, une fibre en moi s'est éveillée de manière un peu spectaculaire, quoi. Alors, tu as écrit un livre et je suis intriguée par le titre. J'aimerais que tu expliques pourquoi ce titre qui est Je ne m'attendais pas à ça. Parce que, en fait, t'as beau te préparer à devenir papa, ou maman d'ailleurs. Moi, je me suis préparé, hein, enfin, pendant la grossesse de Marianne, j'ai un peu lu des bouquins, puis je me suis engagé dans cette grossesse. Souvent, les papas, ils me posent la question sur mon compte, ou même les mamans, comment est-ce que les pères peuvent s'impliquer pendant la grossesse? Parce que c'est vrai qu'on a forcément une relation qui est un petit peu extérieure. C'est pas comme la maman qui porte le bébé en elle et qui a une relation fusionnelle et organique avec son enfant. Le papa, il est forcément un petit peu extérieur. Et pour autant, on peut s'engager. Alors, moi, je l'ai pas fait avec Swan parce que Covid, voilà, Covid, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, pour Ambre, on a fait l'aptonomie et c'était vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai compris en fait qu'en parlant à ma fille, elle m'entendait, en posant mes mains d'une certaine manière, elle répondait à mon toucher. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et euh, et du coup, je ne m'attendais pas à ça parce que malgré toute ma préparation, bah, j'ai quand même été renversé, quoi. Et en fait, devenir papa, c'est être percuté tout le temps par tout un tas de premières fois. Enfin, je m'attendais pas à autant d'amour quand elle est née. Je m'attendais pas à être aussi violemment touché par juste l'odeur de sa peau, par la beauté de ses yeux. Je m'attendais pas à tout ça. Je m'attendais pas à être aussi crevé. En fait, non, mais en Ça, fait, c'est comme on s'attend à surfer une vague. En fait, c'est un tsunami, quoi, un tsunami d'émotions tellement puissant que qu'on a beau s'y préparer et être le plus disposé possible à l'arrivée de son enfant, bah on est quand même surpris, quoi. ah ouais, non, mais t'as raison. Moi, ça, je trouve que ça résume bien aussi ce que j'ai ressenti dans ma parentalité. On s'attend pas à ça. Et l'éternelle question, c'est mais est-ce que si on avait été prévenu, est-ce que vraiment on était capable d'écouter? Est-ce que vraiment on aurait pu, avant de devenir parent, intégrer toutes les informations qu'on nous donne? Et je suis pas sûre, en fait. C'est l'expérience qui fait... Non, même on dit oui, tu verras, tu vas être fatigué. Bon, oui, bah en fait, Ambre a commencé à plutôt bien. J'aime pas l'expression faire ses nuits, mais elle a commencé à plutôt bien dormir vers 15 mois. Donc 15 mois de nuits horribles. Bah en fait on comprend le sens du mot fatigue, quoi. Qui avant on se disait oui, je suis sorti en boîte deux soirs de suite, ah je suis claqué. Moi j'ai des cousins comme ça. À chaque fois que je vois un de mes cousins, il a pas d'enfant encore et il sort pas mal, il dit ah Alex je suis claqué. Je dis quoi t'es claqué? Fab, ça fait 2 ans que je dors pas. Enfin, tu vois et non, je crois que on est toujours et puis avec les enfants qui grandissent, on apprend d'autres choses. C'est vraiment, pour moi, c'est des perpétuelles premières fois. C'est la première fois que je sais pas, qu'il va dire papa, la première fois qu'il va se mettre à marcher, et à chaque fois, on est renversé, quoi. Et alors là, bah, moi, elle a bientôt 3 ans, elle parle, et bah du coup, c'est encore d'autres problématiques. Et ce qui est important, je trouve, pour moi, c'est un juste milieu entre se documenter sur la question pour comprendre. Par exemple, je lis beaucoup Catherine Guéguin, je lis des choses sur les neurosciences pour comprendre le cerveau, pour essayer de me mettre un peu à sa hauteur, qui est une hauteur de géante, parce que quand on s'intéresse un peu aux neurosciences, on comprend à quel point le cerveau des enfants est exceptionnel. Donc, essayer de me mettre un peu à hauteur et de comprendre, et en même temps, parfois, bah, d'accepter d'être dépassé, quoi. Je crois que étant parent, il faut se dire qu'on fait juste de notre mieux et que cette quête de la perfection que parfois les réseaux sociaux ou les magazines ou voilà tous les médias peuvent nous pousser à atteindre, et ben non, c'est juste soyez vous-même, faites de votre mieux. Je pense que c'est important aussi un petit peu de se documenter parce que en comprenant comment fonctionne le cerveau des enfants, on est plus à même aussi d'adapter nos réactions en fonction. Par exemple, moi, quand ma fille a 2 ans, elle se jette par terre parce qu'elle est sous l'emprise de ses émotions.
Si j'avais pas lu Catherine Guéguen ou voilà des gens comme ça, je me serais dit ah, elle me fait un caprice et va dans ta chambre, voilà. Alors qu'en fait, on comprend que c'est un enfant de 2 ans n'est pas capable de faire un caprice, il est juste dans une tempête émotionnelle, son cortex préfrontal n'est pas développé et du coup, je digresse complètement, mais j'adore parler de tout ça. Je trouve que c'est important. En se documentant un petit peu, on arrive à comprendre leurs réactions un peu mieux et du coup à adapter les nôtres. Et moi, je sais que on parlait d'identité au départ. Par exemple, je suis devenu beaucoup plus patient. À la base, je suis quelqu'un qui est assez impatient. Euh, voilà, j'ai pas tendance à m'énerver pour rien, mais je suis un peu hein. En fait, vivre avec maintenant 2 enfants, dont une petite fille de 2 ans et demi, bah ça apprend la patience. Tu vois, je raconte dans mon livre, par exemple, rien que le fait de débarrasser le lave-vaisselle. Avant, c'est un truc que t'expédies. Genre, le but, c'est en 1 minute, t'as débarrassé ton lave-vaisselle. Bah là, quand Ambre veut m'aider, j'ai pas le choix que de prendre le temps et pour pas déjà qu'elle se coupe avec les couteaux. Puis en plus, elle, ça la fait travailler. Voilà, ça l'entraîne. Elle prend les verres, elle fait attention à pas. Donc, au lieu de mettre 1 minute, je vais mettre 10 minutes à débarrasser mon lave-vaisselle. Mais ça devient une expérience en tant que telle. Donc, être parent, ça enseigne aussi la patience. Il faut accepter, c'est clair. Je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre, surtout chez les hommes, l'éducation qu'ils ont eue par rapport à la paternité. Toi, tu as reçu quoi? Quelles infos? Qu'est-ce que tu avais envisagé avant d'être père? Est-ce que c'était une question dont tu avais parlé ou tes parents t'en avaient parlé avant? Alors, franchement, j'avais pas beaucoup réfléchi à la question, pour être honnête. J'étais dans quelque chose d'assez instinctif, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une éducation très bienveillante. Enfin, j'ai vraiment subi aucune violence, donc et avant de créer Papa Plume, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Pour moi, c'était une évidence et tout le monde avait cette chance-là, avec quelques personnes qui avaient subi des violences. Et en fait, malheureusement, non, j'appartiens à une génération. Je suis né en 87. J'appartiens à une génération où les violences étaient quasiment la règle et je m'en rends compte maintenant en discutant avec des gens de ma communauté que moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ne jamais subir la moindre violence. Donc en fait, pour moi, déjà devenir père, c'était continuer dans ce sens-là. Voilà, c'était générer une vie qui serait heureuse, qui serait sans violence, qui serait douce, un peu à l'image de celle que j'ai reçue. Et par contre, j'ai eu une éducation, enfin, j'ai dans une famille assez traditionnelle où mon père a gravi les échelons. À la fin, elle avait un haut poste dans une grande entreprise, alors que ma mère a fait tout. Enfin, elle a jamais voulu faire carrière. Elle a refusé toutes les augmentations qu'on lui a proposées pour pouvoir s'occuper de nous. Et mon père, lui, c'était le bricolage, c'était les trucs. Et ma mère, c'était. J'ai jamais vu mon père, par exemple, faire tourner une machine ou récurer les chiottes. Jamais. Et du coup, ici c'est plutôt, enfin c'est pas l'inverse, mais j'ai plutôt tendance à faire le ménage et à faire à manger. Marianne, elle est plutôt bricoleuse, donc déjà on a un schéma qui est un peu différent. Et ensuite, moi dans mes combats, c'est vrai que c'est un peu, voilà, moi je dis tout le monde est capable de tout. Les pères mettez les mains dans les chiottes et les petites filles peuvent devenir astronautes. Donc finalement, ça je me détache un petit peu du schéma familial, et je pense que j'arrive aussi à incarner ces messages parce que je suis sur une assise de bienveillance en fait, et que toute la bienveillance que j'ai reçue, ça m'offre un port d'attache qui est hyper solide et qui me permet aussi, moi, de faire passer des messages qui sont pas forcément en conformité avec l'éducation, en tout cas le modèle que j'ai vu chez moi, quoi. C'est aussi dans le sens, est-ce que c'était une discussion que tu as pu avoir avec des potes dans ta façon de t'être construit, de ok, un jour je serai père, et quand je serai père, bah, évidemment que je resterai au début avec ma compagne pour pouvoir l'aider, que je sois, moi je devrais pas dire aider, mais que je sois voilà, investi dans mon rôle de père à 100%. Et je dis ça parce que c'est pas du tout ce que la société projette comme modèle. Donc toi, comment est-ce que tu t'es construit sur ça, sur cette paternité-là? En fait, déjà, j'en ai quasiment pas discuté avec mes potes parce que je suis le premier de mes potes à être devenu papa. Donc en fait, moi quand Ambre elle est née, tous mes potes continuaient à sortir en mode. D'ailleurs, ça devenait compliqué et je le raconte dans le bouquin aussi. C'est qu'à un moment, en fait, le samedi, je me couchais, enfin, je me levais à l'heure où il se couchait. Et là, il commence à devenir papa, donc ils rejoignent ma petite planète, là, les petits cosmonautes papa. Mais du coup, j'en ai pas beaucoup discuté avec mes potes. Et moi, par rapport à ma conception de la paternité, je sais pas, à partir du moment où elle m'a dit, enfin, où j'ai compris qu'elle était enceinte, parce que je l'ai compris avant qu'elle me le dise, et ça aussi, je le raconte, parce que j'ai vu les signes. Déjà, on essayait, donc voilà. Puis on fêtait ses 30 ans et on va dans un restaurant péruvien, et comme par hasard, elle mange pas le ceviche, comme par hasard, elle boit pas trop de champagne, de trucs. Donc
Et je sais pas, ça m'a un peu bouleversé. Je sais pas, comme si je me disais, ça y est, je vais devenir papa, surtout qu'on avait eu des fausses couches avant. Donc, à la fois, j'avais pas envie de trop m'investir pour ne pas revivre les déceptions que j'avais eues parce qu'on a eu 2 fausses couches et ça m'avait quand même atteint. Et en même temps, j'avais la sensation que c'était la bonne. Et donc, j'étais dans une double terreur. La terreur que ça marche pas, encore une fois, et la terreur que ça marche. Parce que la terreur que ça marche, c'est de se dire, ouah, ça y est, j'ai basculé, je vais devenir papa. Et c'est un truc qui est terrifiant. Et moi, j'ai envie de le dire aux papas qui m'écoutent, c'est que, et c'est ce que je dis à tous les papas qui viennent discuter avec moi, c'est de dire, en fait, c'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur parce que c'est un changement qui est monstrueux. Pour autant, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas s'investir. Il faut quand même mettre les mains dans les couches. Mais du coup, moi, à partir du moment où j'ai compris vraiment que j'allais être papa, c'est-à-dire j'ai plus ou moins eu un déclic qui était chez la gynéco quand j'ai entendu le cœur battre. Où là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc en fait, le petit truc fait la taille d'une graine de sésame, plus ou moins, et il y a déjà un cœur qui bat. Cœur qui bat, ça voulait dire qu'il y avait une vie qui était là et qui attendait de sortir. Et ça m'a bouleversé. À partir de ce moment-là où j'ai compris que j'allais être papa, bah, pour moi, ça a été une évidence que j'allais devenir un papa hyper investi, engagé pas engagé aujourd'hui comme je le suis sur des sujets, mais en tout cas engagé dans ma mission de papa, quoi. C'était, mais une évidence totale. Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais je me suis dit, bah, en fait, quitte à faire un enfant, autant s'en occuper le plus possible, quoi. Et puis, un enfant, ça se pense à deux, ça se fait à deux, donc pour moi, ça s'accueille à deux, quoi. Et puis comme moi je fais jamais les choses à moitié, donc voilà, en plus j'ai créé un papa plume, j'ai écrit mon bouquin, je suis allé vraiment encore beaucoup plus loin que ce que je m'étais imaginé. Mais en tout cas, dès le début, j'avais cette idée que je serais un papa investi, quoi. Mais tu te rends bien compte que c'est pas la norme. Bah malheureusement. Alors, bon, déjà je pense que il y en a quand même de plus en plus. Bien sûr, non, non, Il y en a mais de plus en plus. Il y a aussi beaucoup de pères qui se cherchent, clairement. Euh, Bon, moi, on en discutait, tu vois, en off, mais j'ai 91% de mères qui me suivent sur mon compte. Et que 9% de pères. Donc ça, moi, ça me chagrine un peu quand même. Et par contre, ceux qui m'écrivent, je sens qu'ils ont quand même envie de s'investir, qu'ils savent pas trop comment. Par exemple, ils me posent souvent la question, oui, mais moi, ma femme, elle allait, du coup, bon, bah quoi, ta femme, elle allait, c'est pas parce que ta femme, elle allait que tu vas jouer à la console pendant qu'elle allait. Tu peux participer pendant l'allaitement. Notamment au début, moi je sais que Swan et Ambre avaient tous les deux des difficultés pour prendre le sein. Bah, tu t'es là, tu stimules ton bébé, tu stimules le sein. Moi je faisais des dalles aussi, des dispositifs d'aide à la lactation pour soulager Marianne. Donc en fait, il y a plein de moyens de s'investir. Si ta femme elle est en train d'allaiter, bah mec, tu vas faire tourner une machine, tu plies le linge. Enfin, euh, voilà. Et à côté de ça, je suis bien conscient aussi qu'il y a des pères qui n'ont pas totalement compris le côté essentiel de leur mission. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, c'est que je m'adresse aux pères, je lui dis tu dans le livre, pour montrer à la fois le côté merveilleux de la paternité, parce que avoir son enfant dans ses bras, pour moi, c'est juste incroyable, respirer son odeur, son toucher, voilà, c'est des choses qui sont extraordinaires. Que c'est dur, faut pas se le cacher, que mec, tu vas exploser, tu vas avoir des cernes, tu vas pas comprendre où t'es, ok, mais qu'en fait, t'investir, c'est juste essentiel. C'est essentiel pour toi, parce que t'as pas envie de te retourner dans 20 ans en disant que t'as loupé des choses. Moi, je discute aujourd'hui avec des hommes qui ont 40, 50, 60 ans, et qui me disent merde, j'ai peut-être loupé quelque chose. Par exemple, il y a Baptiste Desmontiers, l'ancien journaliste sur Quotidien, qui est en train de monter un média cool qui va s'adresser aux pères entre 30 40 ans, voilà, et qui lui est en train de devenir un père investi, alors que ses enfants sont un petit peu plus âgés, ils ont, on se croit 7 et 10 ans. Et du coup, il me disait, bah ouais, c'est vrai que moi, du coup, j'ai la sensation de peut-être avoir manqué quelque chose quand ils étaient petits, de pas m'être investi suffisamment. Alors après, il n'y a pas de regret, chacun a son histoire. Mais en fait, il y a beaucoup de pères qui disent, bah moi, c'est plus fun quand ils ont à partir de 3 4 ans. Ouais, ok, c'est peut-être plus fun, mais en fait, de un, ok, sauf qu'il y a quand même ta femme derrière qui assure le boulot, donc c'est pas elle de faire tout toute seule. Et de deux, en fait, il y a des richesses extraordinaires à trouver chez un enfant, chez un bébé, déjà chez un nourrisson. Tous les jours, il évolue, donc voilà, il y a des choses merveilleuses. Chez un enfant de 1, 2 ans, il y a des choses merveilleuses à aller chercher, donc il faut y aller. Donc c'est important pour toi, pour pas te retourner dans 20 ans avec des regrets. C'est important pour le bébé, parce que aujourd'hui, toutes les neurosciences, enfin toutes les études en sciences te montrent l'importance des liens d'attachement. Et les liens d'attachement, ils se créent à la fois avec la maman et avec le papa. Et la qualité de ces liens d'attachement conditionne aussi la bonne qualité de son éveil. Donc il a besoin de faire connaissance avec toi, le bébé, il a besoin que toi tu sois présent pour lui, d'où le congé paternité plus long, mais d'où aussi la présence au quotidien.
C'est sûr que si tu finis tous les jours à 21h, que tu rentres à 22, que bébé il dort et que tu le vois jamais, ça va être compliqué de tisser des liens avec lui. Donc c'est important pour le bébé. Et ensuite, c'est important pour la maman parce que mec, en fait, c'est pas à elle de tout assurer, quoi. Alors après, il y a des papas qui disent, bon, ah, ça va, enfin, des papas. Souvent des futurs papas, parce que les papas qui rentrent dedans, surtout avec le Covid, où ils ont été un peu forcés de rester à la maison, ils ont quand même un peu compris le truc, c'est que, non, un bébé, en fait, il fait pas juste dormir, manger et faire caca, quoi. Enfin, moi, je vois Marianne, Swan, il est hyper demandeur. Bah, en fait, si j'étais pas là, en ce moment, c'est grâce à moi qu'elle peut aller aux toilettes. C'est vraiment con, mais c'est ça, en fait. Donc, ta femme, elle a besoin de toi. Et un papa qui s'investit, plus les papas vont s'investir, à mon sens, plus on va aller vers une répartition des tâches qui va être meilleure. Aujourd'hui encore, entre 70 et 80% des tâches domestiques et familiales sont occupées par les femmes. Faut pas se leurrer, c'est encore elles qui supportent la charge. Et au-delà du fait qu'elles s'en occupent, elles doivent y penser, elles ont la charge mentale. C'est encore aujourd'hui les femmes sont responsables de ça. Donc plus les pères vont s'investir, et les hommes en général, plus on va rééquilibrer, j'espère, cette charge mentale et la répartition des tâches. Et puis après, au niveau professionnel, eh ben, on va arriver vers une meilleure égalité homme-femme aussi. Parce que voilà, un congé paternité plus long et des pères qui s'investissent plus, c'est un levier pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, que ce soit à l'embauche, que ce soit dans la progression des carrières. Aujourd'hui, c'est aberrant, mais la parentalité est vecteur d'inégalité au travail. Et ça, c'est pas normal. Et c'est aussi dû au sous-investissement des pères dans la sphère familiale. Donc, les mecs, allez-y, mettez les mains dans les couches, investissez-vous, c'est important pour vous, pour le bébé, pour la maman et pour la société, pour le monde en général. Ça, c'est clair. C'est plein de dimensions dans cet investissement. Quand tu as eu ta première fille, Ambre, le congé paternité d'1 mois n'existait pas encore. Tu avais les 11 jours. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de repartir travailler au bout de 11 jours? Si tu les as pris d'ailleurs. Ouais, bah encore heureux, oui, je les ai pris. Et bah écoute, j'ai ressenti un truc suffisamment fort pour que ça me pousse à aller voir le gouvernement à changer la loi. Donc tu vois, c'est quand même que ça m'a un peu turlupiné. Et j'ai une scène très précise que je raconte aussi dans le livre, je crois, qui est mon attente sur le quai du RER pour prendre mon train pour aller bosser. On est en plein mois de novembre et ma pensée c'est qu'est-ce que je fais ici? En mode, en fait, il y a ta femme, il y a ta femme et ta fille qui sont toutes seules à la maison. Genre, elles ont besoin de toi. Et toi, là, tu vas bosser, tu les laisses. Enfin, et du coup, c'était un sentiment assez profond déjà de me dire que j'étais pas à ma place. Et j'avais le sentiment de les abandonner et un sentiment d'injustice, quoi. Et du coup, j'ai maturé ça pendant, je sais pas, il a fallu quelques mois pour que je prenne un peu la mesure de ce que j'avais ressenti, du côté incohérent, en fait, de la chose. J'avais pas du tout après toutes les analyses, toutes les études que j'ai pu, voilà, que j'ai pu lire. Je me suis renseigné sur le sujet, pourquoi un congé paternité plus long c'était important. Voilà, tout ce que j'ai expliqué, tout ce que j'ai expliqué avant sur la lutte contre les inégalités hommes-femmes, les neurosciences, tout ça. Ça, je l'avais pas ce Ah, bagage-là. ça, tu savais pas à ce moment-là? J'avais T'avais pas rien, compris? j'avais rien. J'avais juste mon intuition de jeune papa et de me dire, il y a quelque chose qui cloche en fait. Et donc du coup, j'ai fait ma lettre ouverte que j'ai publiée sur Papa Plume, donc j'avais un peu moins de personnes qui me suivaient à l'époque, mais j'en avais quand même un petit peu. Et le truc, en fait, ça a touché tellement de monde, à la fois des pères et des mères, que ça a été vu 4-5 millions de fois en quelques jours, et que ça m'a ensuite poussé à m'engager. Et ensuite, comme j'avais plein de médias qui me contactaient, j'ai un peu structuré mon discours, parce que je pouvais pas juste dire, bah moi, en tant que papa, je pense que voilà ce que j'ai ressenti. Je le dis parce que ce ressenti-là, c'était le ressenti fondamental et la première touche du truc. Mais ensuite, j'ai construit mon discours et j'ai vu tous les avantages qu'il y avait à un congé paternité plus long. Mais à la base, c'était vraiment une simple intuition de me dire, il y a quelque chose qui va pas dans ce système, quoi. Mais après, tu le sais aussi que ça fait longtemps que les féministes, elles demandent Je le savais pas. Je savais même pas, en fait, que ce sujet était sur la table. Ah Je te oui. dis, mais non, mais en fait, quand Ambre est née, moi, j'étais à la ramasse de tous ces sujets, tu vois, pas du tout. Et même Papa Plume, à la base, c'était pas un blog ou des réseaux sociaux engagés, c'était juste, je m'étais dit, bah vas-y, je vais raconter ma vie de papa parce que j'écris plutôt bien et que j'ai l'impression que les pères prennent pas trop la parole, et donc je vais raconter comment on prend le métro avec une poussette ou comment on arrive en réunion avec des taches de lait sur sa chemise. C'était ça, Papa Plume. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette société, qui était symbolisé par le congé paternité. Mais après, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, il y a plein de sujets à aborder. Le congé paternité, c'est une brique. Mais du coup, en m'intéressant au sujet, oui, j'ai vu qu'en fait, il y avait plein d'associations qui luttaient depuis des années
pour faire allonger ce congé paternité. Et d'ailleurs, nous, le reproche enfin pas le reproche, mais le petit mot qu'on nous glisse souvent, nous, aux papas qui nous sommes engagés avec notre collectif, là, c'est de dire, attendez les gars, il y a des assos féministes, donc de femmes, qui se battent depuis des années pour le truc. Là, t'as 10 mecs qui arrivent, qui écrivent une pétition, enfin, qui écrivent une tribune. Bam, dans la foulée, ils rencontrent un secrétaire d'État. Bam, dans la foulée, ils rencontrent... Enfin, et du coup, c'est à se dire, en fait, il faut que les hommes prennent la parole pour que les sujets avancent. Et malheureusement, en fait, oui, l'exemple fait qu'en effet, ça s'est passé comme ça. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on a juste été simplement les derniers relayeurs d'une course qui a commencé, comme toi tu vois, qui est journaliste sportif, tu dois comprendre la métaphore. On est juste les relayeurs, les ultimes relayeurs, et la lumière s'est faite sur notre action. Mais voilà, il faut surtout pas oublier toutes les assos féministes et toutes les assos de parents, d'ailleurs, globalement, qui se sont battus depuis des années sur ce sujet. Oui, mais je pense que ce qu'elle pointe du doigt, c'est révélateur de notre société que la parole des femmes est moins entendue quand on porte ce sujet que quand c'est vous. Et ça rejoint ce dont on parle, le dad blessing, que vous êtes mis en avant dès que vous faites des choses que certaines femmes font dans l'ombre depuis longtemps. Mais il faut aussi des exemples. C'est toute la problématique. C'est qu'il faut des exemples paradoxal. Positifs. Ouais, voilà. Ouais, mais Clémentine, j'en ai bien conscience, en fait. Moi, tu vois, je vais poster une vidéo où je donne le dalle à mon fils avec mon petit doigt, ça va provoquer un émoi, genre 50 000 réactions. Ah là, regardez, il nourrit son fils et tout. À tous les jours, il y a des mères qui allaitent leurs enfants, qui leur donnent le biberon, et en plus, alors ça, l'allaitement en public, moi, c'est un truc, je suis vachement engagé dessus, parce que pour moi, une maman devrait, je digresse à chaque fois sur tous les sujets, parce que j'ai plein de trucs à dire, mais une maman devrait pouvoir allaiter partout, tout le temps, sans subir de remarques ou de regards déplacés. C'est un truc qui me rend fou. Mais bon, bref, pour revenir à notre sujet, ouais, non, c'est clair. Et pour autant, comme tu dis, c'est bien aussi d'incarner, je trouve, cette nouvelle parole-là, parce que finalement, peu de pères l'incarnent et l'apprennent. Et ça sert à faire passer des messages, et ça sert à montrer des choses aussi, et ça sert... Parfois on me dit oui, mais bon, ok, t'écris des textes, mais tu fais quoi concrètement? Bah, j'essaye quand même de sensibiliser à la fois les pères, les mères, d'aller voir les politiques, de leur proposer des choses. Ils me répondent pas, mais voilà, concrètement, il faut essayer de faire avancer la société, parce que on est encore dans une société qui est très patriarcale, avec des valeurs, voilà. Ouais, non, c'est sûr. Et bon, là, tu as un tout petit peu de recul, puisque tu as pris tes 2 congés paternité, donc un court, à ce qu'à l'époque n'existait pas, le congé d'1 mois. Et le deuxième, tu as eu la chance dans le timing, Ouais. puisque tu as pu C'est prendre... pas de la chance, on a tout calculé. Mine de rien, il y en a plein qui ont calculé, je tiens à le dire, puisque c'est depuis le 1er juillet 2021. Donc, tu as pu vivre le mois entier aux côtés de ta compagne et de tes 2 filles. Est-ce que tu arrives à analyser les différences et les similitudes entre ces 2 expériences-là? Bah, en fait, pour moi, c'est un peu compliqué, parce que le premier, Ambre était toute seule, et là, j'ai 2 enfants. C'est sûr. Donc, j'ai envie de te dire que si là, je n'avais eu que 11 jours, pauvre Marianne, quoi. Tu vois, avoir 28 jours, c'est d'autant plus fondamental pour moi là qu'on a 2 enfants. Donc, en journée, ça va, tu vois. Je veux dire, Ambre, elle est à l'école, donc finalement, entre 8h et 16h, j'arrive à prendre du temps pour m'occuper de mon fils. Je retrouve ce que j'ai vécu durant mon premier congé paternité. Je me sens plus à l'aise, tu vois, parce que vu que je l'ai déjà connu, en plus, je maîtrise les gestes. Ça fait pas si longtemps, Ambre, elle est encore petite, donc on est encore à moitié dans les couches, tu vois, donc j'ai encore tous ces gestes-là qui sont un peu en moi. Et à partir de 16h, où là, faut les chercher à l'école, et que quand il y a les 2 petits qui sont à la maison, bah là, c'est un peu la tornade, quoi. Tu vois, s'occuper des 2, et la place du papa, elle est d'autant plus importante, quoi. Mais oui, non, mais c'est clair que, de toute façon, il faut du temps. Tu vois, il faut du temps pour que le papa, il puisse enfiler son costume, qui est un costume qui peut être lourd, qui peut être immense, qui peut être compliqué à porter. Le papa, il a besoin de temps pour apprendre à connaître son enfant. Et moi, je mesure cette chance-là, tu vois, d'avoir ce congé. Et encore, il est encore trop court. Enfin, tu vois, 1 mois, c'est... Nous, voilà, je vais pas revenir sur notre action, mais tu vois, on avait demandé à Adrien Taquin, je lui ai dit, oui, bah, 1 mois minimum, ce serait bien. Donc, notre petite blague, c'est de dire qu'il nous a donné 28 jours, qui est le mois de février, quoi. Mais tu vois, quand on voit ce qui est fait encore dans d'autres pays, dans les pays nordiques,
je t'en parle, enfin, Finlande, Suède, tu vois, on les connaît, les chiffres, ils ont des semaines, ils ont des mois. Finlande, là, en 2021, c'est passé à 7 mois de congé paternité. En Espagne, ils sont à 16 semaines. Donc oui, c'est une progression, tu vois, le truc n'avait pas progressé depuis le début des années 2000, donc il était quand même temps qu'on fasse quelque chose. Mais pour être dedans, tu vois, j'ai écrit un post là-dessus, je crois que c'était hier, où je disais, en fait, pour être dedans, je me rends compte à quel point la place du papa est fondamentale, tu vois. C'est hyper important, et je suis sûr qu'il y aurait moins de dépression postpartum chez les mamans si les papas étaient là plus longtemps après la naissance. Donc c'est un mois, ils sont bien. Tu vois, je crois qu'il faut se féliciter qu'il y ait eu une avancée. Maintenant, je pense qu'on peut aller plus loin. Et actuellement, tu vois, tu as des discussions autour du congé parental. Et je trouve que c'est important d'avancer sur ce sujet aussi, parce qu'encore une fois, il est hyper symbolique de nos sociétés. C'est qu'il est pris à 97% par les femmes, parce qu'il est payé une misère. Donc en fait, dans le couple, c'est celle qui est moins bien payée qui le prend. Enfin, c'est quasiment tout le temps la femme. Donc c'est elle qui met sa carrière entre parenthèses. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et je pense qu'il faut réformer tout ça. Quand on avait discuté avec Adrien Taquet, c'était un peu son esprit. La réforme du congé paternité, c'était un peu le truc facile parce que c'est juste allonger une durée avec quelques petits trucs, donc c'est pas très difficile. Mais lui, dans son esprit, s'il m'écoute, il s'en souviendra. Je sais pas s'il m'écoutera ou pas, mais voilà, ce qu'il nous avait dit lui, c'était qu'il était partisan d'une grande réforme des congés parentaux globalement, sans forcément se caler sur les pays nordiques, parce que eux, les parents là-bas subissent une autre forme de pression, c'est qu'il y a quasiment pas de moyen de garde sur la première année de l'enfant, et que si tu fais garder ton enfant par d'autres personnes, c'est mal vu. Donc ça veut dire que tu as encore une autre pression, parce que aujourd'hui en France, il y a des mamans qui ont envie de reprendre le travail, et il faut pas les juger. Enfin, chacun est comme il est, et chacun doit pouvoir faire comme il veut. Donc le but, c'est pas de se caler sur ce que font les autres pays. Le but, c'est de trouver le juste milieu. Mais en tout cas, pour moi, il faut mettre tout en œuvre pour que les pères puissent plus s'investir. Après, tu as la loi, ce qui va être permis, et puis tu as ce que tu fais de ton congé paternité. Ça, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais ça, c'est un autre sujet, quoi, encore. Ouais, c'est sûr qu'il y a deux façons de prendre ce congé-là. Il y a une façon de prendre un congé paternité ou de prendre un congé pour soi. Voilà, Je pense que tu as eu des retours ah bah oui, sur ce alors pas de thème-là. père, hein, en général, ceux qui glandent rien, ils le disent pas trop. Quoique t'en as peut-être qui s'en vendent, j'en sais rien. Par contre, j'ai des mères, exemple d'hier, j'ai une maman qui m'écrit, elle me dit, bah papa plume, désolé, je me désabonne parce qu'en fait, ça me fait trop mal au cœur ce que je lis. Je dis, mais quoi, ça te fait mal au cœur? Je dis, pourtant, dans ce que j'écris, j'essaie justement de montrer une vraie vision de la parentalité, pas du tout parfaite, avec voilà, les trucs qu'on vit qui sont durs, machin. Elle me dit, non, mais en fait, je vois ce que c'est qu'un père qui s'investit. Je veux pas me jeter du tout des fleurs, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, je vois ce que c'est qu'un père qui s'investit, et le mien ne fait rien. Il est en congé paternité, il ne fait rien. Et du coup, ça me rend juste trop triste. Et donc, je peux plus voir ça, et donc je me désabonne. Et je reçois beaucoup de messages de mamans qui sont un peu soit désemparées, soit juste tristes, soit fatalistes. Et parfois, ça mène même jusqu'au divorce, à la séparation. Enfin, il y a des trucs un peu lourds comme ça, mais parce qu'en effet, il y a des pères qui n'ont pas tout à fait compris qu'un congé paternité, c'était pas 2 semaines de vacances à sortir avec les potes, que c'est de la vraie vie et que la vraie vie, elle peut être dure, quoi. Et tu vois, c'est drôle parce que hier, Marianne, il y a deux copines de Marianne qui sont venues. Une qui est enceinte et l'autre qui est en congé maternité aussi. Donc déjà, j'ai fait la cuisine pour les trois, j'étais tout fier, je faisais mon petit, tu vois, elles étaient toutes contentes et tout, donc voilà. Et puis surtout, en fait, on s'en est mis à discuter, tu vois, et celle qui est en congé maternité, nous disait, bah, ouais, il y a du coup son copain qui avait prévu de sortir avec des potes un soir, pour aller manger des pizzas, boire des verres, enfin je sais plus. Et le petit, ils ont un petit du coup qui a un mois, qui était pas bien. Et du coup, il a pris l'initiative lui-même, ce qui est très bien, d'annuler sa soirée pour s'occuper de son petit. Et en fait, le petit faisait que pleurer. Et ça l'a énervé, et il a dit, ah bah attends, mais moi c'est ça ma vie, c'est de rentrer du boulot, de pas aller voir mes potes, et de m'occuper d'un bébé qui pleure et qui veut même pas être avec moi, et tu vois, le truc. Donc, bah en fait, mec, enfin, oui, la vie d'un papa, c'est ça. La vie d'une maman, c'est ça en puissance 10 000. Il faut en avoir conscience, mais il faut aussi avoir conscience que il reste pas de nourrisson tout le temps. Enfin, je veux dire, à un moment, les pleurs vont s'atténuer, mais tu vas rencontrer d'autres difficultés, et en même temps, les pleurs sont compensés aussi par des moments de bonheur intense. Et donc en fait, ouais, j'ai l'impression. Et puis après, t'as des pères qui disent aussi, tu sais, c'est le mythe de l'instinct maternel. Ça, encore un truc magnifique, inventé. Je l'ai découvert plus ou moins au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, pour justifier le fait que les hommes avaient le droit, enfin, on devait envoyer les hommes à l'usine
pour participer à la société capitaliste et que les femmes étaient naturellement, donc génétiquement programmées pour s'occuper des enfants parce qu'elles étaient plus généreuses, plus empathiques, et donc voilà, elles avaient un instinct qui faisait qu'elles devaient s'occuper des enfants et que les pères pouvaient pas. Donc tout ça, c'est une grande construction. Et du coup, tu as des hommes qui disent non, mais de toute façon, moi, ma femme, elle sait mieux s'occuper des enfants que moi parce que c'est son instinct maternel, c'est une femme, et puis les femmes, voilà, elles sont meilleures pour faire ça. Bon, bah ça, voilà, c'est des arguments de merde, clairement, tu vois. Et, euh, et puis même au-delà de ça, en fait, c'est con parce que aujourd'hui, en plus, la science te montre que quand un père s'occupe d'un enfant, il sécrète de l'ocytocine. Et ça, tu vois, on le savait pas et on l'a découvert récemment. C'est une découverte qui est quand même fabuleuse. L'ocytocine, c'est un peu l'hormone du bonheur. Enfin bref, Et il c'est fait celle que baisser la testostérone. Tu vois, ça exact. va avec. Voilà, exactement. Et tu vois, c'est l'hormone que sécrètent les mères, notamment quand elles accouchent ou quand elles allaitent. Donc en fait, juste Ou s'occuper et quand on a faire un les. orgasme. Tu vois. Non, Voilà. mais pour les pères, Oui, c'est mais peut-être plus marquant. ouais, voilà. Donc en fait, s'occuper d'un enfant, tu vois, lui donner les premiers soins, s'occuper d'un nourrisson, et ben juste, ça rend heureux, quoi. Moi, c'est con, mais juste changer les couches de mon fils ou donner le bain à ma fille, ça me procure du bonheur. Ouais, ouais, ça me procure du. Oui, les couches, ça pue. Oui, c'est du temps. Oui, parfois, je suis crevé en le faisant. Mais je suis heureux de m'occuper de mes enfants. Ouais. Et ce qui doit pas masquer à côté le fait que parfois, je suis excédé. C'est pas faux. Mais comme les mères, hein. Mais comme les mères. C'est clair. Et tu vois, il y a juste un truc dans lequel je tomberai jamais, c'est la violence, tu vois, physique ou verbale. Mais tu vois, ça m'arrive juste de dire à Marianne, je ne peux plus, je m'isole dans ma chambre, tu vois, je frappe l'oreiller parce qu'à un moment, juste, tu peux plus, quoi. Donc, en fait, tu vois, t'as le droit de craquer. Il faut pas t'en vouloir, quoi. Tu vois, on est tous humains et bon, on fait de notre mieux et voilà, quoi. Ah, c'est sûr. Ça doit pas être une justification pour rien faire, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais du congé parental. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu pourrais envisager de prendre? Ou de toute façon, le bénéfice du fait que le salaire est tellement faible que c'est impossible dans votre configuration? Dans notre configuration, c'est impossible parce que on a un salaire, on touche la même chose, plus ou moins. Donc, en fait, si l'un de nous le prend, c'est une chute de salaire. On y avait pensé, hein. Marianne comme moi, et en fait, c'est une chute de salaire qui serait trop importante. En plus, on vient de déménager, donc laisse tomber. Donc, c'est juste financièrement impossible, quoi, malheureusement, pour Et l'instant. est-ce que ça t'aurait plu de passer du Ouais, temps? ouais. Et toi, combien tu considères que tu aurais eu besoin de temps de passer exclusivement avec tes enfants avant de retourner travailler? Oh, franchement, moi, une année, hein. Ah oui, une année, tu te voyais pouvoir le faire? Ouais, j'aurais pu. Après, je te dis ça comme ça, tu vois. Mais peut-être que, tu vois, au bout de 3 semaines, j'aurais pété un plomb, j'en sais rien, tu vois, parce que s'occuper d'un enfant, c'est pas facile non plus, quoi. Donc je te dis ça comme ça, voilà, mais bon, je sais pas comment je l'aurais vécu, tu vois. Après, moi, j'ai la chance aussi, à côté de on va dire, mon vrai boulot, entre guillemets, d'avoir Papa Plume. Donc, tu vois, typiquement, le bébé, il dort, bah, je vais écrire, tu vois, je suis sur un projet de roman. Donc, finalement, je m'ennuie jamais et j'ai tout le temps de quoi me ressourcer très rapidement. Moi, il suffit que j'écrive une demi-heure, 1 heure dans la journée et je me ressource. Et donc, j'ai ce refuge-là qui est hyper important pour moi. Et donc je pense que même pendant un congé parental, j'aurai quand même des petits moments de refuge où voilà. C'est vrai que si on n'a rien à côté, si on n'a plus d'activité professionnelle et si on est accro un peu à son boulot, ça peut être un peu plus compliqué, quoi. Oui, c'est ce que explique très bien Tristan Champion. J'avais fait un épisode avec lui. Lui qui a pris un congé de 6 mois, mais en Norvège, qu'il a eu peur de prendre ce congé au départ avec la mentalité française, mais que dans la société norvégienne, tout est fait pour que les pères ne s'ennuient pas et une vie riche, sociale avec d'autres pères. Donc, c'est aussi ça qui fait que tu as cette réflexion. C'est que rien n'est organisé en France pour que tu passes du temps avec ton enfant et que ça ne devienne pas un enfer d'être en one-to-one avec quelqu'un qui parle pas, quoi. Bah, exactement. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de lieu de rencontre, y a pas. Alors maintenant, je suis sûr que si sur Papa Plume, je mettais, ouais, les gars, je suis en congé pâte, je trouverais des pères ou des mères autour pour faire des trucs. Mais tu vois, ça viendrait de ma propre initiative. C'est pas... Mais le gouvernement, tu vois, réfléchit là-dessus avec la maison des 1000 premiers jours. Je crois qu'ils sont en train d'avancer dans le bon sens. Enfin, j'espère, j'ai la sensation. Est-ce que tu constates en revanche que tu as influencé ton entourage? Tu disais que tes potes commencent à devenir pères, que tu avais été le premier. Est-ce que là, tu as la sensation que, vu ton exemple, tu peux inciter autour de toi à le faire? Est-ce que concrètement, ça marche ou pas? Je crois que ça engage des réflexions.
Je te parle même pas de mon blog, tu vois, où là, c'est un peu, voilà, mais en tout cas, Non, mais dans ton entourage, physiquement, tu vois. concrètement, dans mon entourage proche, je crois, oui. Tu vois, j'ai des amis, je sais pas dans quelle mesure j'ai un impact, tu vois, parce qu'ils me lisent, ils sont sur Papa Plume, ils ont eu mon bouquin, donc ils voient les trucs, ils savent comment je pense et comment je suis. Et du coup, tu vois, j'ai quelques potes qui étaient très, vraiment hyper carriéristes. Tu vois, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais entouré de gens qui se voyaient devenir PDG, truc. Ben, ouais, ça change quand même, tu vois. Genre, là, ils sont jeunes papas, ils comprennent qu'il y a autre chose, tu vois. Et au début, il y en a pour qui c'était dur, tu vois. Et ils disaient, ouais, j'ai pas de temps pour moi, puis mon boulot, mon truc. Je suis, ouais, mais machin, je veux pas citer de prénom, tu vois. Mais non, mais tu vois, je dis, c'est important pour toi aussi. Prends du temps, tu vois. Regarde, machin, ta femme, elle est crevée, ton bébé, il a besoin de toi, donc. Mais paradoxalement, c'est plus difficile pour moi de dire ça à mes potes que dans ma communauté, quoi. Donc voilà, j'essaie d'un peu de montrer l'exemple. Et puis, mais je les vois, tu vois, j'ai pas forcément besoin de leur parler. Vraiment, je les vois changer, je vois qu'ils sont investis. Non, franchement, ouais, non, ça me touche. Mais encore une fois, je sais pas dans quelle mesure je les inspire entre guillemets ou pas. Chacun vit sa paternité comme il le veut, comme il l'entend, comme il le sent aussi. Non, mais est-ce que Bon, concrètement, voilà. tu as eu des potes qui sont devenus pères depuis le 1er juillet et qui ont pris ce congé ou ça n'a pas encore été le cas? Non, j'en ai un qui va le devenir en décembre. Je suis persuadé qu'il va le prendre. Euh, J'en ai un qui est devenu en début d'année, donc il avait que 11 jours. Je pense que dans mon entourage proche, le fait de prendre les 28 jours va pas poser tant de problèmes que ça. S'il y a pas de souci avec l'employeur, parce que ça c'est encore un autre sujet, tu vois, il faut que les managers avec les ressources humaines soient un peu partie prenante et qu'on avance main dans la main avec eux, parce que voilà, faut, Toi, faut t'as que pas tout eu le de monde aille dans le même difficulté sens. Mais dans ton non, entreprise? non, non, moi j'ai eu aucune Alors difficulté. justement, j'avais envie de parler de ce côté de l'entreprise, parce que comme tu dis, si on n'est pas main dans la main avec les entreprises, si elles font pas, elles jouent pas le jeu, ça marchera pas. Il y a beaucoup de pères qui se sont vus refuser la deuxième partie du congé paternité qui est rémunérée par l'entreprise. Comment est-ce que toi tu abordes ces questions de paternité au sein du boulot? Est-ce que tu refuses les réunions après 18 Hmm. heures? Est-ce que tu as discuté, je connais pas ta position, est-ce que tu es manager ou pas, mais voilà, comment ça se déroule maintenant que tu es revenu de ton congé? Alors, non, mais c'est un vrai sujet. Donc déjà, je le répète, si des managers ou des ressources humaines nous écoutent, il faut être engagé dessus. Il faut pas simplement dire oui au papa. Pour moi, il faut les encourager à prendre ces 28 jours. C'est hyper important. Bon, c'est pas gagné, mais voilà. Ensuite, moi, dans ma boîte, déjà, on m'a jamais fait aucun souci pour que je prenne mes congés. Et ensuite, au jour le jour, ben, je m'impose cette posture. Après, tout le monde sait que je suis papa plume, machin. Donc, ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois une source d'opportunité pour moi. Je travaille dans une très grande entreprise, peut-être la plus grande entreprise française. Enfin bon, voilà, c'est un énorme truc. Je suis cadre, donc voilà. Et donc à la fois, si tu veux, ils ont envie de m'impliquer ce qui est vraiment très cool, ils ont envie de m'impliquer sur des sujets de paternité, de maternité. Par exemple, pour l'instant, il y a pas de jour en plus dans cette entreprise, dans ce groupe. Donc ils ont envie que je travaille avec les ressources humaines, tu vois, pour offrir des jours de congés supplémentaires aux mères et aux pères. Donc ça, c'est vraiment cool. Et à la fois, ça met dans une position qui est un peu ambiguë parce que je prône tellement de trucs sur l'importance de la vie perso, de fait de prendre du temps avec ses enfants, de trucs de machin que donc déjà moi je m'impose, tu vois, de partir entre 17h30 et 18h pour être en accord avec mes valeurs. C'est un peu, tu vois, durant l'Antiquité grecque, les philosophes vivaient en fonction de leur philosophie. Bah moi je vis en fonction de ma philosophie. Je vais pas dire au papa faut partir tôt du boulot pour si moi je pars à 21h, tu vois, c'est pas possible. Donc mais c'est pas facile. Enfin, tu vois, t'es dans un open space, tu te lèves à 17h40, 17h45, ce qui est pas non plus méga tôt, tu vois. Enfin, dans les pays nordiques, à 16h, tout le monde est barré. Donc, ce présentéisme, il est quand même très français. Bah, je suis le premier à partir à 17h45, tu vois, et je traverse tous les couloirs, je passe devant le directeur international, je passe devant le directeur de la zone, du truc, du machin, et je dis, bah, salut les gars, moi, je vais m'occuper de mes enfants. Bah, mine de rien, je dis pas que ça demande du courage, tu vois, je suis pas parti au fond pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a rien à voir, mais mine de rien, ça demande une certaine posture, un certain engagement, et c'est pas simple en fait, parce qu'il y a le mythe du productivité égale présentéiste, tu vois.
Et moi, je comprends que pour les pères, ce soit pas simple, mais pour les mères aussi, tu vois. Une mère qui est un peu ambitieuse ou qui est cadre ou quoi, et qui part à 17h30, 18h pour s'occuper de ses enfants, c'est genre, ouais, t'as pas vraiment envie de réussir, en fait. Tu vois. Mais parce qu'en fait, parce que la parentalité n'est pas prise en compte en entreprise, malheureusement. C'est un sujet qui est juste ignoré, tu vois. Et c'est con, ça devrait pas être ignoré, tu vois. Je veux dire, la natalité participe aussi de la croissance en France, donc on devrait encourager tout ça. Et du coup, c'est une position qui est pas bon que j'assume, tu vois, mais qui est pas simple à tenir. Et je comprends. Et tu vois, j'ai plein de pères qui m'écrivent pour me dire que c'est pas simple dans leur entreprise, tu vois, qu'ils ont envie de partir plus tôt, qu'ils ont envie de prendre leur congé paternité, que leur manager leur fait subir une pression pas possible. Dans mon entourage, j'ai des potes à qui les managers font subir des pressions pour pas qu'ils prennent leur congé paternité en entier. Donc encore une fois, il y a la loi, et puis il y a ce qu'on en fait derrière, quoi. Et que si toutes les organisations avancent pas dans le même sens, en fait, ça va rester lettre morte, quoi. Est-ce que depuis que tu es revenu en entreprise et que tu as tous ces engagements et que tu t'es éveillé du coup à la question, tu repères plus facilement que la discrimination que les femmes subissent en tant que mère au sein d'une entreprise, que ce soit vécu de manière frontale ou que ce soit un peu plus sournois? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à voir ça? Bah complètement, pas complètement. Mais tu vois un truc tout con, mais par exemple, euh, je sais pas, ta fille ou ton fils, il a un problème à l'école, qui l'école appelle à 99%? Bah voilà. Qui va quitter la réunion en speed? Bah voilà. Et je veux dire, c'est partout. Tu vois, c'est partout. C'est à la fois partir plus tôt du boulot pour aller chercher les enfants. Quoique les pères commencent à y aller, tu vois, on va un petit peu dans cette direction. Mais oui, oui, il y a une charge qui pèse sur les mères, qui est Mais ça, tu le évidente. voyais pas avant? Je le voyais, mais sans vraiment m'intéresser à la question, tu vois. C'était une sorte de fait acquis. Enfin, je me posais pas vraiment la question, quoi. Et maintenant que je suis père engagé, que tu vois, je m'intéresse au truc, oui, je le vois, tu vois. Mais encore une fois, pour avancer dans le sujet, les femmes n'y arriveront pas toutes seules, tu vois. Il faut que, non, mais tu vois, je me suis pris des critiques de féministes vraiment très très dures, en mode, ouais, ils se mêlent d'affaires qui ne le regardent pas. J'avais écrit un truc sur le féministe en disant que c'était aussi une affaire d'hommes. Mais en fait, moi, mon propos, c'est pas de dire qu'il faut agir à la place des femmes en parlant pour elles ou, non, en fait, c'est juste d'avancer main dans la main, tu vois. Et en fait, tout ça, ça va bénéficier à l'humanité, tu vois, aux pères, aux mères, aux femmes, aux hommes, à tout le monde. Et, euh, et du coup, il faut que les pères ils prennent leur place dans la sphère familiale et qu'ils laissent plus de place aux femmes, tu vois, dans la sphère professionnelle aussi, parce que tout ça, c'est lié, quoi. Et ouais, non mais c'est une évidence, mais bon, Ah, ben, quand voilà. on tire le fil, hein, ça rejoint plein de petits sujets. J'ai une dernière question. Tu as une fille, donc tu es papa de fille. Est-ce que ça aussi, c'est fait partie de ton engagement de dire, OK, ben, j'élève une petite fille, ça a un impact, c'est une implication, et il faut que je sois un peu plus éveillée à tous ces sujets-là parce que c'est une fille. Oui, oui, tout ça, c'est pour elle aussi. C'est pour elle aussi. C'est évident que c'est pour qu'elle ait un monde meilleur. Enfin, tu vois, ça peut paraître utopique, un peu bébête, mais j'ai envie d'essayer mon tout petit niveau de créer un monde meilleur pour elle, euh, et pour mon fils aussi. Tu vois, par exemple, c'est encore le thème des préjugés de genre, mais j'aimerais que mon fils plus tard puisse mettre des pantalons roses à paillettes, sans qu'il soit regardé comme un weirdo, tu vois. On est dans une société qui tranche les choses, tu vois, qui est dure, qui est violente, donc j'ai envie que ma fille, elle puisse faire ce qu'elle veut de sa vie. Tu vois, c'est ce que je lui dis, elle a 2 ans et demi, 3 ans, je lui dis, je veux que tu puisses faire tout ce que tu veux, que tu ne te fixes aucune limite. Que si tu veux devenir astronaute, tu seras, si tu veux devenir plombière, deviens plombière, si tu veux devenir artiste, sois artiste. Voilà, juste prends ton destin en main, fais ce que tu veux, tu vois. J'ai envie que toutes les portes lui soient ouvertes et qu'il n'y en a pas qui soient fermées simplement parce qu'elle est une femme. Et je veux que quand elle arrive devant un recruteur, ce recruteur ne se dise pas, ah, elle a 25 ans, elle a 30 ans, elle va me faire un gosse, donc je la prends pas, je préfère un homme. Et un congé paternité plus long, c'est important pour ça aussi. Et j'ai envie aussi d'éduquer un fils qui sera sensible et sensibilisé à tous ces sujets, qui soit épanoui, qui soit heureux et qui ne soit pas non plus jugé parce qu'il sera comme il sera, quoi. Et voilà, la société elle juge beaucoup, elle juge les parents, elle juge les enfants, et j'essaie de me battre contre ces jugements et ces injonctions. Ben écoute, merci beaucoup.
J'ai envie de te dire Bah, papa merci. Pull, mais que je t'appelle Alexandre quand même, c'est mieux de te dire Alexandre. Pour cette prise de parole et moi je te dis, j'encourage. Oui, il y a le dad blessing, c'est vrai, je suis d'accord, mais pour moi on a besoin de vous. Et si vous montrez pas d'exemple, c'est mort. Ça restera toujours, surtout sur les réseaux sociaux, les mères qui sont là, qui prennent l'espace et on n'avance pas. On reste dans le même schéma. Exactement. Bah, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, salut. Bye. Merci. C'était Alexandre Marcel, auteur du livre « Je ne m'attendais pas à ça ». Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire passer autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez mettre 5 étoiles, ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître. Vous pouvez aussi participer à son développement via la plateforme Patreon. www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Vous aurez tout expliqué sur ce site pour savoir comment faire. Merci d'être toujours aussi fidèle au rendez-vous pour cette 4e saison. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de week-end, peu importe, et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.